On a pris un peu de retard, donc il faut patienter un tout petit peu plus que 18 heures. Tout d'abord, je m'appelle Franz Schultheis, je suis sociologue allemand et j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde. Je veux juste profiter, je ne vais pas prendre du temps aux interlocuteurs, mais je voudrais aussi profiter du temps qui est à ma disposition pour dire un très grand merci au groupe qui a édité ce livre. En tant qu'étranger, je peux aussi rappeler que Pierre Bourdieu est un penseur transnational, que sa réception dépasse de loin et largement ce qu'on a comme écho en France. Et parfois, c'est un écho qu'on peut avoir à l'étranger nettement plus fair-play que ce qu'on a l'habitude de connaître en France. Donc, c'est un grand cadeau pour toute la communauté scientifique internationale. Et le travail accompli, je trouve, c'est un grand investissement, mais ça valait bien la peine. Alors, la table ronde se compose de 3 collègues. On commence avec Julie Gervais, qui est maître de conférence et qui travaille sur le champ public, l'administration et ses acteurs, si je vois bien. Ensuite, Nikos Payotopoulos, il est sociologue grec, il travaille à l'université de Crète et, entre autres, il travaille aussi sur l'État, les systèmes d'enseignement, l'internationalisation des élites. Loïc Wacon, on n'a pas besoin de le présenter, il est bien connu ici et ailleurs aussi. Et il travaille aussi sur les questions d'État, par exemple sur la question de la main droite de l'État, le système carcéral et la pénalisation de la pauvreté, avec plein d'autres objets et sujets, bien sûr, encore. Donc, on va tout de suite enchaîner avec Julie Gervais. On ne va pas discuter après, comme on a fait jusqu'à maintenant, on ne va pas discuter les contributions individuelles, mais il y aura le temps à la fin de poser des questions et de discuter, si vous voulez bien. Merci. Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la confiance qu'ils m'accordent en m'invitant ici. Alors, moi, je propose de répondre scrupuleusement à la commande qui m'a été faite et de faire dialoguer, a posteriori, mes recherches et les analyses de Pierre Bourdieu, et donc d'essayer de dresser des parallèles, sachant qu'il s'agit de retenir, comme il nous y invite, des programmes de recherche, des schèmes de pensée, plus que des topos ou des idées. Donc je vais laisser les commentaires plus généraux sur les effets d'État à ceux qui, ici présents, sont mieux armés que moi pour ce faire. Alors rapidement, un mot sur ma position. Mes recherches s'inscrivent dans la science politique de l'administration et visent à contribuer à une sociologie de l'État, principalement à partir de la sociologie de ces groupes dominants, qu'il s'agisse des grands corps de l'État ou des consultants issus du secteur privé. Pour le dire de façon très schématique, l'enquête sur laquelle je me focaliserai ici a pour questionnement sous-jacent la façon dont l'État incorpore et assimile le néolibéralisme par l'entremise de ses hauts fonctionnaires et notamment du corps des ponts et chaussées. Alors, comment ce travail entre-t-il en résonance avec sur l'État et plus généralement, quels enseignements tirer de ces cours pour une science politique de l'administration? Je ne prétends pas, bien entendu, être exhaustive, donc je développerai ici 3 points. Je vais partir pour cela de l'analyse de la politique du logement, cette partie de son cours dont Bourdieu déplore qu'elle ait suscité un très faible taux de prise de notes. C'est par cette politique qu'il commence, et c'est sur elle que sur l'État s'achève, voire, selon Bourdieu, que l'État lui-même se délite, comme il l'affirmera dans Contre-feu ou La misère du monde. Alors, l'apparent moindre intérêt des auditeurs du Collège de France pour la présentation de cette enquête témoignait, selon lui, de la difficulté à articuler, je cite, l'analyse d'un état de l'État, tel qu'on peut l'observer, avec des propositions générales sur l'État. C'est cette question que je voudrais aborder en premier point, en me penchant sur ce que nous enseigne la démarche empirique de Pierre Bourdieu. Il faut ruser avec les grands problèmes, nous dit-il. Plutôt que de partir des grandes questions relatives à l'État, cet objet impensable, sa stratégie de recherche a été, je cite, d'attraper ces grands problèmes par un côté accessible où il livre l'essentiel qui est caché sous les apparences de l'insignifiant. Soulever donc des questions d'ordre général en partant du particulier,
d'un truc qui n'a l'air de rien, comme il le formule, hein, mais dans lequel se joue quelque chose de fondamental. Pour le dire un peu rapidement, il part d'une conversation entre un vendeur et un acheteur au salon de la maison individuelle. Il en a déjà été question. Et c'est à partir de ce dialogue, de cette interaction, qu'il va progressivement remonter jusqu'au sommet de l'État, en passant notamment par l'étude de commissions et de comités mis en place en vue d'une nouvelle politique du logement. En partant d'un petit bout de la lorgnette, il avance par régression et finit en quelque sorte par tomber sur l'État. L'intérêt de s'arrêter sur le concret, les petits faits, le niveau micro-sociologique a été souligné par d'autres auteurs qui invitent les chercheurs à se décomplexer, à utiliser le microscope. Et c'est en se focalisant sur des micro-relations au guichet de la CAF, par exemple, qu'un auteur comme Vincent Dubois rend compte d'un trait structurel du rapport à l'administration. Je me suis, pour ma part, penchée sur un objet de petite taille en construisant des angles d'analyse qui ont fonctionné comme des révélateurs d'enjeux plus généraux. Donc, le titre de ce travail est « La réforme des cadres de l'action publique ». Et ce titre joue sur le double sens de la notion de cadre, puisqu'il s'est agi d'associer l'étude de la structuration d'un groupe dirigeant et l'étude des orientations dans la conduite de l'action publique. Donc, d'articuler une approche morphologique, une approche positionnelle, à une réflexion sur les transformations des politiques gouvernementales. Plus concrètement, mon point d'entrée fut la genèse d'une réforme administrative, une réforme dite managériale, qui a consisté à fusionner plusieurs corps issus de l'école polytechnique avec le corps des ponts et chaussées. Une réforme qui a abouti en 2002 à la création d'un nouveau corps, entre guillemets. Quel intérêt ? À première vue, j'en voyais deux. Ça me permettait d'analyser des hauts fonctionnaires dans un moment de prise de décision collective et les saisir en partie sur le vif. Et ça me donnait, deuxième intérêt, l'occasion d'étudier un corps de l'État dans le cadre d'une politique constitutive, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une réforme du corps par le corps lui-même. Cela m'a amené de proche en proche à l'étude de la réforme des programmes scolaires de ces hauts fonctionnaires, j'y reviendrai, donc des hauts fonctionnaires nouvellement regroupés. Et la question de la formation était finalement une manière de faire le lien entre les formes de socialisation, un modèle constitutif de l'identité du corps, et les références censées guider l'action publique. Donc, autrement dit, entre les deux sens du terme cadre. Mais je m'arrête là, car qu'est-ce que ça nous apprend finalement ? Qu'est-ce que cette entrée par le trivial, ce que Bourdieu nomme le parti pris ancillaire, donc non noble par définition, nous apprend sur la noblesse des États ? Adopter une telle démarche s'avère particulièrement heuristique dans la mesure où on peut observer l'État en acte. C'est à cette échelle-là, précise Bourdieu, qu'on est le plus à l'abri contre les coups d'État. En effet, puisque plutôt que d'imposer une définition a priori sur ce que serait l'État, sur ce que seraient les grands corps, le chercheur s'attache à rendre raison de l'espace qu'il observe, donc un espace d'agents que Bourdieu envisage à la fois comme un espace d'interaction et comme un espace de rapport entre structures, puisque celles-ci ne sont pas réductibles aux interactions. Concrètement donc, il s'agit de reconstituer l'univers d'une réforme en regardant qui intervient, qui est écarté, qui devrait intervenir, et en reconstituant leurs propriétés. Qu'est-ce que ces gens, finalement, ont en commun qui puissent expliquer qu'ils soient là où ils sont ? En ce qui concerne ma propre recherche, c'est à partir de là, en m'interrogeant sur qui étaient les principaux acteurs de la réforme, et en repérant les prises de position différenciées de ces agents, que j'ai été confrontée à la question plus théorique de ce qu'est un corps de l'État. J'aborde là mon deuxième point, la question de l'état du champ bureaucratique et des divisions qui le travaillent. Bourdieu nous invite dans ce cours, comme ailleurs, à relier les propriétés des agents repérés à leur prise de position. Donc, il faut déterminer ce qui fait débat, ce qui cristallise les oppositions. En d'autres termes, localiser les enjeux et reconstituer l'espace des prises de position
tâchant de repérer qui est pour, qui prend position contre, ce que Bourdieu considère finalement comme une situation expérimentale. Ce faisant, et toujours sur le cas de la politique du logement, Bourdieu montre qu'il y a une logique spécifique du champ bureaucratique avec des enjeux et des intérêts spécifiques. En l'occurrence, deux corps, celui des ponts et les inspecteurs des finances qui vont nouer, dit-il, des alliances différentes avec d'autres agents, donc les banquiers, le monde du BTP, etc. Et qui ont donc, je cite, des intérêts tout à fait différents liés à leur histoire, à leur position dans l'espace social ou dans le sous-espace bureaucratique de la politique considérée. C'est l'opposition finalement classique entre, d'une part, le ministère des Finances et, d'autre part, les ministères dépensiers, dont fait partie ce qu'on appelait alors le ministère de l'Équipement. Au-delà de cette opposition qui a été soulignée par d'autres, comme Philippe Bezès par exemple, ce qui me semble intéressant à retenir, c'est qu'en se demandant systématiquement, comme le préconise Bourdieu, ce qu'est la structure de l'espace à l'intérieur duquel prend forme une politique particulière, donc en mettant en regard vraiment de façon rigoureuse les positions, les prises de position des agents d'un espace social considéré, on peut dévoiler de bien plus fines divisions encore au sein du champ bureaucratique, ce qui est évidemment lié aussi à la focale d'observation choisie. Je me permets encore une fois d'évoquer ma propre recherche, ce que je connais après tout le mieux. J'ai pu observer différentes divisions au sein de l'espace social de la réforme constitutive du corps. Une première opposition qui voyait s'affronter le corps des ponts, canal historique, si je puis dire, aux trois autres corps censés fusionner avec lui. Donc aviation civile, Météo France, ingénieur géographe. Soit ceux qu'un haut fonctionnaire des ponts nommait en entretien les gueux de l'X. Il faut comprendre que c'est une mésalliance. Et donc comprendre justement une telle mésalliance, entre guillemets, suppose de rendre compte des conditions de possibilité d'une telle réforme. Ce qui amène, de fait, à dépasser l'aspect monographique qu'aurait pu prendre un tel travail. Donc par régression, on remonte peu à peu pour comprendre une fusion qui se produit à contre-courant des hiérarchies instituées, à contre-courant des modes de domination qui sont fondés sur le classement de Polytechnique et qui sont légitimés par ce même classement. Il faut donc reconstituer, restituer les positionnements relatifs et les relations objectives les uns et les autres sur le temps long. Donc analyser finalement cet espace des grands corps de l'État avec ses hiérarchies ordonnées, quasiment immuables. Autre division qui tiraille cet espace social, c'est celle qui voit s'affronter donc des représentants de l'administration avec, certes, d'un côté les agents du ministère des Finances et ceux du ministère de l'Équipement, mais également une troisième entité, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui n'était pas alors sous la tutelle de Bercy. Et donc ça crée ça dessine un triangle complexe qui va autoriser des stratégies d'alliance, de renversement, à géométrie variable, je passe. Ce qui est intéressant là c'est peut-être que ces agents de l'État peuvent s'opposer à double titre. À la fois parce qu'ils représentent un ministère, donc en l'occurrence les agents de Bercy qui vont voir dans la fusion une source d'économie d'échelle, réduction des effectifs, etc. Mais ils peuvent également s'opposer en tant qu'ils sont eux-mêmes membres d'un grand corps de l'État, les inspecteurs des finances, issus de la botte de l'ENA, et qu'à ce titre, ils n'entendent pas accorder au corps des ponts et chaussées les faveurs statutaires auxquelles ses membres prétendent. Ça nous renvoie là à un troisième type de division entre les corps d'État et entre les grandes écoles. Dans la lignée de la fusion, il s'est agi de réformer la formation scolaire, mais également de dresser les frontières du corps. Là, c'est la question de l'équivalence entre les titres, ce que Bourdieu appelle le taux de change entre les différentes espèces de capital, à savoir qui en admet, à quel niveau, selon quel quota, comment préserver la pureté d'un corps, comment produire de la rareté dans le recrutement pour justement en préserver la grandeur, etc. De ce fait, encore une fois par régression, on est amené à étudier le champ des grandes écoles, qui a ses propres logiques, ses intérêts particuliers. Et là, on plonge dans la société des distinctions, tout le monde se compare. Je passe sur les détails de ces puissantes rivalités pour aborder une quatrième et dernière opposition qui me semble bien illustrer comment des questions d'ordre général peuvent être posées à partir de petits objets.
Je veux évoquer là les divisions qui tiraillent, qui travaillent le corps des ponts et chaussées, et qu'a révélé l'analyse de l'espace social des réformes étudiées. Un grand corps, donc, qui est le résultat d'engagements, d'activités hétérogènes, jamais complètement voulu par quelqu'un, jamais complètement contrôlée par personne, une institution qui est agie tout autant qu'elle agit. Bref, j'ai tâché de mettre au jour les composantes qui incarnent, qui font et qui éventuellement défont un corps de l'État. Premièrement, la formation, les grandes écoles qui le fabriquent, qui lui donnent accès. Deuxièmement, le statut et l'appartenance corporatiste, donc la régulation propre du corps via son association professionnelle, son syndicat. On pourrait évoquer troisièmement les stratégies individuelles de ses membres et quatrièmement, enfin, la position professionnelle, donc le ministère principal de tutelle que le corps est censé servir. Or, il n'y a pas ou il n'y a plus d'identité d'intérêt entre les grandes écoles, les représentants du corps et le ministère. Chacune de ces institutions est mue par des enjeux, des intérêts propres à son sous-champ et ces trois institutions sont de plus en plus affectées par des dynamiques centrifuges et hétéronomes, à savoir qu'elles sont de moins en moins régulées par l'État. D'où un désalignement de ces faiseurs de corps, désalignement qui est créateur d'asymétrie, de conflits, d'appropriation différenciées. Puisqu'on a les grandes écoles, donc Polytechnique et l'École des Ponts, qui défendent une stratégie globale dans le champ des universités et des grandes écoles, une stratégie qui est tournée vers l'international, et pour qui finalement les grands corps sont de ce fait une moindre source de distinction. On a deuxièmement les représentants du corps qui vont défendre les individus, les stratégies personnelles, donc les conditions matérielles, les intérêts de carrière, et qui participent de ce fait à l'autonomisation du corps, à l'égard du ministère notamment. Ils encouragent le pantouflage, par exemple. Troisièmement, des hauts fonctionnaires qui désertent les métiers traditionnels du corps, notamment en termes techniques et territoriales, qui vont chercher à faire carrière en dehors de leur tutelle, donc notamment à Bercy ou dans les banques, dans la finance. Et puis enfin, le ministère de l'Équipement, ancrage de référence, mais qui est en pleine déstabilisation du fait de la décentralisation, qui le vide alors de sa substance, un ministère qui est soumis à de très fortes dynamiques centripètes et qui va chercher à remettre le corps sous sa coupe. Ce que je viens de décrire, c'est finalement seulement un cas d'étude, mais qui peut être lu, me semble-t-il, comme une théorie du délitement de l'État à travers la désintégration de ses composantes, des composantes d'un grand corps, pardon. Des composantes qui étaient auparavant plus intégrées, plus tenues, voire plus invisibles, et qui se révèlent, ce délit, du fait de ces transformations macrosociales. Ce sont ces transformations qui vont rendre visibles les désajustements. Je voudrais terminer mon intervention par un troisième et dernier point, qui sera beaucoup plus rapide. Comment, sur l'État, nous permet-il de penser ce qui se joue dans ces divisions entre les ministères, entre les grandes écoles, entre les grands corps? Il s'agit là de quelque chose à la fois très simple, qui est constitutif de la sociologie, mais pour l'analyse de laquelle Bourdieu donne des armes précises, à savoir que les personnes qui occupent des positions de pouvoir tendent tout simplement à vouloir s'y maintenir et à vouloir augmenter leur capital. Dans son enquête sur la politique du logement, il observe que les agents du ministère de l'Équipement défendent une forme de soutien étatique au logement. Donc c'est l'aide à la pierre, et il s'oppose ainsi aux agents du ministère des Finances favorables, eux, à l'aide à la personne, donc une position plus libérale. Serait-ce que les polytechniciens sont progressistes et défendent une vision collectiviste? Non, bien entendu, répond Bourdieu, c'est parce qu'ils appartiennent à un corps qui a partie liée avec une forme de règlement progressiste. C'est en effet parce que des prérogatives du corps des ponts dépendent de cette politique publique et de son maintien, et c'est donc par extension la pérennité du corps qui est mise en question dans le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Donc il montre ainsi que les hauts fonctionnaires sont tout à la fois des gardiens de l'État, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Emery-Douzan, mais également des gardiens de leur intérêt personnel. Dans l'enquête que j'ai menée,
En remontant aux origines de la fusion, hein, dont les premières initiatives remontent à plus de 30 ans, j'ai essayé de prendre soin de dépasser les discours un peu lissés, néo-managériaux, qui viennent justifier cette réforme a posteriori, et je suis tombée sur les coulisses des négociations interministérielles relatives au statut des ingénieurs des ponts. En d'autres mots, un lieu où les corps luttent les uns contre les autres sur des enjeux de distinction. Donc c'est à qui obtiendra le plus d'avantages matériels. Donc c'est les grilles indiciaires, grades, hors échelle, conditions de déroulement de carrière, etc. Je passe sur l'extase que procure aux chercheurs une telle investigation. Mais si on s'en tient à cela, nous dit Bourdieu, on n'apprend rien, on ne voit pas grand-chose. Ce qui se joue, en effet, dans ces espaces de lutte entre les corps, ce ne sont pas seulement les avantages matériels qu'ils en retirent, mais également tout ce que ceux-ci disent de leur place dans l'État et de leur position relative dans le champ bureaucratique. C'est leur statut qui est en jeu, le statut au double sens de disposition législative, réglementaire, et de position qu'on occupe dans un groupe, dans la société, donc au sens de statut social, de prestige. Et ça illustre particulièrement bien les racines même du mot intérêt que Bourdieu souligne dans ses cours, à savoir inter esse, qui signifie appartenir, avoir partie liée avec. Donc la question c'est bien, en sommes-nous toujours? Le corps des ponts est-il toujours un grand corps? Pourra-t-il se maintenir dans son être et se pérenniser? En d'autres termes, est-il toujours légitime? Et c'est ce que décrit Bourdieu, la redistribution est productrice de légitimité. Je voudrais partir de cette question pour rebondir sur ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente, et je terminerai là-dessus. Changer les programmes scolaires, dit Bourdieu, c'est changer la structure de distribution du capital. Ça nous donne des pistes, me semble-t-il, pour penser les réformes des grandes écoles, en réforme actuelle, à l'école des Ponts et Chaussées, mais aussi à l'ENA ou à Sciences Po. Je renvoie là, de manière un peu schématique, à l'importance des cours de gestion, au management, à la moindre importance de la culture générale, l'insistance sur les savoir-être, et puis la question du recrutement par entretien également. Cela, effectivement, modifiera probablement le profil des candidats et des lauréats. On peut résumer ça par une formule qui est pleine d'anachronismes, mais c'est le passage probablement d'une noblesse de robe à une bourgeoisie commerciale, ce qui est montré par exemple par Didier Georgakakis sur la fonction publique, le concours de la fonction publique européenne. De fait, ces évolutions plus contemporaines rapprochent sans doute les capitaux de la noblesse d'État, nouvelle et future, de ceux des financiers, des commerciaux, des consultants. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Christophe Charles, à savoir qu'on a des formes de noblesse d'État, des nouvelles formes de noblesse d'État qui émergent et qui remettent en cause la noblesse d'État. Je pense qu'il y a la matière à réflexion. Y a-t-il effectivement remplacement, remise en cause? N'y a-t-il pas également, je suis prudente, du fait de cette évolution des profils dans les grands corps de l'État, de ce rapprochement avec ceux qui sortent des business schools, pour le dire un peu rapidement, n'y a-t-il pas des formes de coopération dans la mise en place de ce qu'on appelle la modernisation, entre beaucoup de guillemets, au sein de l'État, et dans ce passage d'un ordre bureaucratique à des représentations néo-managériales. Voilà, je vous remercie. On passe la parole à Nikos. Je voudrais aussi, de ma part, remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce moment important pour moi aussi. Et remercier aussi les responsables, tous ceux qui ont rendu possible ce nouveau livre qui est un instrument supplémentaire d'analyse pour les sociologues comme moi. Et je voudrais au début encore vous demander d'excuser mon accent, qui sera un peu difficile pour vous, mais ça me soulage le fait que
que cette propriété, ça fait partie de ce que j'ai présenté. Donc, je voudrais dire au début, à une phrase, résumer en quelque sorte, ce que j'ai l'intention de vous présenter ensuite. Et les réflexions et les travaux menés par Bourdieu sur l'État, dont nous discutons l'importance aujourd'hui, montrent, comme toute sociologie d'ailleurs, que les principes théoriques qui nourrissent, de ces travaux se nourrissent de la confrontation avec des objets empiriques toujours nouveaux. Et les concepts fondamentaux qui composent le noyau dur de ces principes théoriques deviennent autant de programmes générateurs de questionnements organisés du réel. Ainsi, j'ai décidé de parler de certaines dimensions de mes travaux actuels sur l'État grec, de la reconversion de l'État grec au néolibéralisme, en me référant sans cesse aux travaux de Bourdieu qui se trouvent au centre de mon démarche, au centre des résultats de mes recherches. Et si j'ai décidé à faire ça aujourd'hui, c'est pour essayer de te donner une idée. C'est un choix très banal, je reconnais, de la contribution de ces modes de pensée à la production de nouvelles propositions en dehors du contexte empirique particulier de sa production initiale. Et plus particulièrement, en ce qui me concerne ici, de la contribution très importante de ces modes de pensée à une meilleure compréhension des mécanismes de l'impérialisme culturel et par là à la production d'une véritable économie des phénomènes de domination internationale symbolique. La sociologie de Pierre Bourdieu, de ce point de vue, est une contribution très importante, il me semble, et parfois sous-estimée, à la sociologie des rapports de domination entre les États, et plus spécifiquement à l'analyse scientifique du phénomène général du champ mondial, plus ou moins en voie de constitution dans les différents domaines de la pratique, champ économique, champ juridique, champ scolaire, etc., au sein duquel les champs nationaux sont pris, se trouvent pris avec une autonomie plus ou moins, avec une autonomie relative plus ou moins grande. Voilà donc ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Avec d'autres sociologues grecs, j'ai essayé de rendre compte un certain nombre de facteurs qui, durant les 25 dernières années, conditionnent en grande partie les transformations et les recompositions du système politico-étatique grec dans le sens qu'impose l'agenda économique néolibérale. En effet, on peut constater que ces dernières décennies, on trouve deux tendances qui deviennent de plus en plus fortes. La première, celle des liens étroits entre les formations à l'étranger des agents politiques, surtout dans les pays anglo-saxons, et le secteur privé, tendance qui va de pair avec une autre, la seconde, qui voit la position des agents qui doivent leur position en capital économique devenir de plus en plus dominante. En effet, si on observe les cadres gouvernementaux, les sommités des partis, les conseillers politiques occupant des positions institutionnalisées, les directeurs des entreprises, des organismes du secteur public et des banques majeures d'État, ainsi que les dirigeants des délégations grecques dans les organismes internationaux divers, il semble que les cadres politiques des principaux partis, de gauche et de droite également, et plus encore ceux qui occupent des positions dominantes dans le secteur de la main droite de l'État, représentent un noyau de plus en plus fort pour lesquels, du fait de leur trajectoire scolaire, géographique et professionnelle, le monde nord-américain devient le premier espace de référence. Ce nouveau noyau a modifié les équilibres du champ du pouvoir et a déréglé
les carrières au sein du champ politique au profit des technocrates et des bureaucrates. Ces caractéristiques sont d'autant plus fortes qu'on se réfère aux hauts fonctionnaires qui investissent dans des instances internationales et sont ceux qui, par les retours sur le marché national, conquièrent rapidement des positions dominantes, contribuant par là à une transformation et recomposition de l'administration étatique et appliquant une politique d'aspiration néolibérale justifiée par les contraintes internationales. En examinant par ailleurs l'évolution du champ économique, on a constaté aussi qu'ici, immédiatement après la guerre, une formation universitaire avait encore un pouvoir restreint pour l'accession aux positions dominantes de ce secteur. Et durant la période considérée, la situation semble s'être sensiblement modifiée. Être titulaire d'un diplôme universitaire en sciences économiques, en gestion des entreprises ou encore des écoles polytechniques à partie ou en totalité obtenues à l'étranger, aux États-Unis et au Royaume-Uni surtout, constitue une des conditions nécessaires d'accès aux postes de direction, aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur bancaire. Déjà originaire du pôle du pouvoir économique et politique, dans le champ du pouvoir national, ces agents s'orientent vers les écoles du pouvoir des pays du pouvoir, attestant d'ailleurs que l'attraction du pôle intellectuel ou du pôle économique des institutions universitaires des pays étrangers s'exerce d'autant plus fortement qu'on se rapproche davantage de l'un ou de l'autre pôle du champ national du pouvoir. Permettez-moi ici une parenthèse pour me faire comprendre. En supposant que le centre national du pouvoir s'organise autour de la position entre les pays dominants économiquement et dominés culturellement, et les pays dominants culturellement et dominés économiquement, nous pouvons avancer que le choix du pays d'études s'effectue à partir d'homologie structurale. L'homologie entre l'opposition fondamentale du centre national du pouvoir, celle qui s'établit entre les pays intellectuels et les pays du pouvoir, et l'opposition qui, dans le champ national du pouvoir, sépare le pôle intellectuel et le pôle du pouvoir économique ou politique. À cette homologie de position correspondent des homologies dans le style de vie et les projets intellectuels, dont les principes et les poids relatifs de l'économique et du culturel dans le patrimoine hérité. C'est ce rapport fondamental qui, intériorisé, se trouve converti en structure plus génératrice de performances pratiques, comme le choix des pays ou le choix de l'établissement académique, etc. Ainsi, originaire d'un pays dominé économiquement et culturellement, comme c'est la Grèce, où l'élite se définit par sa connaissance des cultures étrangères et par son acculturation aux normes occidentales, la référence au modèle américain devient pour les agents du champ politique et économique, dans une période de processus d'internationalisation et de transnationalisation, signe de distraction et renforce la consécration des projets des élites modernisatrices. Il faut se garder d'oublier qu'il faut tenir compte de la capacité des États et des structures nationales à produire les propres définitions de l'excellence sociale, capacité qui dépend en grande partie de la puissance économique et politique du pays. Autrement dit, c'est par rapport à des enjeux nationaux qu'on peut comprendre la signification des investissements ou des désinvestissements internationaux. Alors, dans une phase, comme c'était la phase que j'étudie, où plusieurs ressources de légitimité sont à voie de dévalorisation, l'anglais étant devenu la condition sine qua non de l'appartenance à l'élite économique et politique de la Grèce, l'université américaine prénommée étant investie d'un véritable charisme institutionnel. Et alors, dans cette phase-là, les membres des élites anciennes et des élites nouvelles en ascension peuvent tirer bénéfice de leur passage dans une grande université anglo-saxonne en surcroît de légitimité sociale. Les diverses prestations qui accompagnent la vie universitaire dans les métropoles des pays anglo-saxons peuvent jouer
le même rôle. À travers la sociabilité qui se crée entre les élites internationalement dominantes, se développent des bases d'échange, d'alliances ou de solidarité intellectuelle, politique ou professionnelle pour les membres de l'élite grecque. Dans et par ces processus, soumis à une forme spécifique de diplomatie de l'esprit, la référence au néolibéralisme et au monétarisme s'impose plus facilement dans le discours que la pratique des agents politiques et économiques nationaux, contribuant à former les goûts et les modes de vie qui précèdent leurs décisions. Plus généralement, les homologies entre les deux espaces sociaux, celui du champ du pouvoir national et celui du champ du pouvoir international, à travers le champ culturel international qui reproduit dans la logique proprement culturelle la structure du pouvoir auquel il introduit, sont en principe de tout un ensemble de faits qu'on s'interdit de comprendre, puis lorsque, attentif aux seules propriétés des conditions, on ignore les propriétés des positions qui adviennent aux populations et à leurs caractéristiques et du fait de leur insertion dans cet espace international de relations. Et dans cette perspective, l'exemple de l'État grec fait apparaître que finalement les luttes internationales pour la domination symbolique et pour l'importation du principe de domination dominante, comme le notait Bourdieu, je cite, trouvent les fondements les plus sûrs dans les luttes au sein de chaque champ national, les luttes à l'intérieur desquelles la définition nationale dominante et la définition étrangère sont elles-mêmes mises en jeu en tant qu'armes ou en tant qu'enjeu. Fin de la citation. En explorant donc la structure de l'espace social propre au champ international du pouvoir, on se donne peut-être les moyens de saisir non seulement les conditions et les effets de domination culturelle des États dominants et d'étudier par exemple les stratégies d'import-export symbolique et les mécanismes de reproduction de leur domination, mais on se donne les moyens aussi de saisir, il me semble qu'en tout cas pour nous c'est important, les variations du rapport de domination dont le principe se situe du côté de l'État dominé, en se rappelant encore une fois avec Bourdieu que les dominés contribuent à leur propre domination. Parler du champ culturel et du pouvoir international au sein desquels les champs nationaux se trouvent pris, mais avec une autonomie relative plus ou moins grande, donne peut-être les moyens de comprendre mieux, entre autres, les phénomènes d'impérialisme culturel et de rendre mieux compte des effets des multinationales de la production symbolique. On a pu, par exemple, dans d'autres cas, comprendre pourquoi les Grecs cosmopolites de la bourgeoisie nationale, menacés sur le marché national par les effets de généralisation du mode de reproduction à composante scolaire, sont les premiers à trouver des voies de reconversion dans les carrières qui leur ouvrent le nouvel espace international des dirigeants. Comment, par exemple, aussi, certaines fractions en déclin des classes dominantes deviennent-elles porteuses d'idéologies régressives qui, sous prétexte de se libérer de l'impérialisme, régressent vers des nationalismes. Je termine, je suis dans la... OK. Vous l'avez compris que le dessein de mon intervention était de donner une idée des effets que peuvent produire les travaux de Bourdieu sur l'État, si on les conçoit comme lui-même les proposait pour toute son entreprise scientifique, à savoir comme un modus operandi et pas comme un opus operatum. Sachant que l'attention progressive accordée par Bourdieu à l'État, comme cela a été le matin analysé, elle doit être remplacée de la dynamique de ce travail d'élaboration d'une théorie plus générale des champs. J'ai essayé de donner un exemple du fait qu'on pourrait transposer cette théorie au niveau des États en essayant de décrire les mécanismes qui régissent les rapports entre les États et leur effet de domination. Ce changement de perspective du travail scientifique en ce domaine, comme dans d'autres, qui propose le radicalisme de sa théorie de domination économique, politique et symbolique, permet à l'œuvre de Bourdieu de fonctionner comme une formidable machine à accélérer le temps
pour utiliser une phrase de Pascal Casanova qui a été utilisée dans un autre domaine. Il me semble en effet que l'œuvre de Bourdieu offre, surtout aux scientifiques issus des États des pays dominés, dans l'espace culturel et dans l'espace du pouvoir international, la possibilité de rompre avec les routines de l'établissement académique national et par là d'essayer de diffuser et bien comprise. Vous avez compris, mais enfin, ok. Diffusée et bien comprise, elle permet de profiter d'une avancée considérable sans passer par les étapes de la pensée sociologique qui l'ont précédée et permis son développement. Et c'est cette possibilité de rattrapage en sautant les étapes qui permet la théorie de Bourdieu qui m'a conduit à parler d'un effet géosynchrone sociologique. Et puisque je ne fais pas partie de l'univers français avec ses enjeux et ses luttes, et c'est parce que je n'ai pas intériorisé la définition française, même parisienne, de l'excellence intellectuelle, je me permets de dire que je suis persuadé que réunissant des propriétés inconciliables dans toute l'histoire de la sociologie, dérangeant profondément le cerveau comme toute révolution symbolique, l'œuvre de Bourdieu, tout en étant une des plus reconnues dans les sphères les plus hautes de l'univers scientifique, n'est pas seulement au principe de la création d'une nouvelle position au sein de l'espace scientifique, français et international, mais aussi au principe de l'invasion de nouvelles solutions scientifiques et par la politique à la dépendance scientifique et plus généralement culturelle et politique des petits pays. D'ailleurs, comme il notait lui-même, si le sociologue a un rôle, ce serait plutôt de donner des armes que de donner des leçons. Je vous remercie. C'était très bien, ton accent est très bien. Voilà, c'est à Loïc de jouer. Merci. Je m'excuse par avance de mon accent aussi, comme ça on est à égalité. On entend chanter quand même le sud de la France. Je voudrais d'abord remercier le public d'être venu nombreux durant toute cette journée, bien sûr pour écouter de la belle sociologie, mais aussi pour être là en ce jour qui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour difficile, mais il est plus facile parce qu'on est ici tous ensemble. Donc je voudrais vous remercier pour ça. Je voudrais également remercier nos collègues étrangers qui ont été invités très tard et qui ont tous bouleversé leur calendrier pour pouvoir être parmi nous. Et donc on leur doit un merci tout particulier. Enfin, je voudrais remercier tous les gens qui ont travaillé dans les coulisses, les gens qu'on désigne par le terme assez péjoratif de petit personnel, en tout cas tous les gens qui ont aidé à rendre cet événement possible, depuis la fabrication du livre jusqu'au nettoyage de cette salle et à nous amener de l'eau, etc., donc, qui sont souvent oubliés, mais qui, s'ils n'étaient pas là, ces événements ne pourraient pas se faire. Également, je voudrais, en dernier, remercier tous ceux très nombreux qui ont œuvré durant la décennie passée à diffuser, à prolonger, à rendre accessible l'œuvre de Pierre Bourdieu. Et je vais mentionner 3 personnes en particulier parce qu'elles n'ont leur dévouement n'a d'égal que leur discrétion. C'est Marie-Christine Rivière, Franck Poupeau et last but not least, Jérôme Bourdieu. Voilà, j'ai la difficile mission d'être le dernier intervenant quand la journée est longue, il fait chaud, on est fatigué, donc je ne vais pas vous lire un texte tout préparé. Et je vais commencer en explicitant le titre de ma communication. J'ai intitulé cette communication « Que faire de Pierre Bourdieu dans tous ses états ?» Que faire de Pierre Bourdieu dans tous ses états? Je vais expliciter les 2 éléments du titre. Pierre Bourdieu dans tous ses états, ça s'écrit avec état E majuscule. Parce qu'il n'y a pas un, mais 3 modèles de l'état dans les travaux de Bourdieu, et notamment dans le cours que l'on peut désormais lire sur l'état. Il y a un modèle génétique, j'appellerais ça l'état 1 ou l'état G, l'état génétique. C'est le modèle de la genèse de l'état moderne, transition de la maison du roi à la raison d'État, passage du mode de reproduction dynastique au mode de reproduction bureaucratique, et corrélativement l'invention de la notion de public, qui est le produit de la genèse de l'État et qui ne lui préexistait pas. Et donc on invente l'État et en même temps on invente la notion de public. Deuxième modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle structural, ou l'état S.
L'État S, le modèle structural, c'est l'État comme banque centrale de capital symbolique. C'est l'instance qui s'est arrogé le monopole de l'usage légitime de la violence symbolique, c'est-à-dire la capacité d'inculquer des catégories, d'assigner des identités, et par là de modeler l'espace social et ses divisions. Ce monopole, lui, est corrélatif de l'invention et de l'institutionnalisation de la notion d'universel. Et donc on voit un modèle de l'État nous donne le public, l'autre modèle nous donne l'universel. Et il y a un troisième modèle, comme si on n'avait pas déjà assez de travail, c'est ce que j'appellerais l'État F, l'État fonctionnel, c'est ce que fait l'État, les activités de l'État. L'État, c'est ici, on va retrouver le schème des deux mains de l'État, le schème de la main gauche et de la main droite, et que Bourdieu emprunte à Hobbes et à son portrait du Léviathan, et qu'il révise et qu'il actualise. Et je dirais que ces deux mains, la main gauche, la main droite, la main féminine, la main masculine, c'est une main qui protège et l'autre, c'est une main qui discipline. Alors, donc, voilà Bourdieu dans tous ses états, en gros les trois modèles. Et donc, que faire de ces trois modèles, de ces trois états de Bourdieu? Trois pour le prix d'un, après tout, on ne va pas se plaindre. Il faut faire de ces trois modèles de l'État ce que Bourdieu nous a fait faire de son vivant, tous ceux qui ont eu le bonheur et le privilège de travailler avec lui, ce qu'il nous a appris à faire, à savoir le faire travailler. Et ici, donc, les faire travailler, mettre son travail sur l'État au travail pour produire de nouveaux objets empiriques et, ce faisant, élargir, approfondir les schémas qu'il nous donne, tester les hypothèses qu'il avance, raffiner les concepts qu'il propose, les réviser, voire au besoin les réfuter et les dépasser quand c'est possible. Ainsi va la science, et Bourdieu ne l'aurait pas voulu autrement. La grande force, justement, je pense, de sa pensée réside dans le rare alliage qu'elle opère entre la foi dans la raison et l'énergie iconoclaste avec laquelle il applique cette raison au monde social et au monde scientifique en tout premier lieu. En gros, il y a deux rapports possibles à la théorie sociologique, génériquement, ce qu'on peut dire un rapport scolastique qui nourrit l'érudition et un rapport pragmatique ou génératif qui anime l'élaboration d'objets nouveaux. Et ce choix, quand on est travaillé avec Bourdieu ou après Bourdieu, je pense que c'est un choix facile. Si être bourdieusien, c'est verser dans la bourdieusologie, la célébration des concepts et la génuflexion devant le maître, alors nul doute que Pierre Bourdieu nous aurait dit, à l'instar de Marx, naguère, quand on lui demandait s'il était marxiste, je ne suis pas bourdieusien. Alors, j'ai adopté donc ce que j'ai fait, je vais expliciter un petit peu ces modèles, j'ai très peu de temps, et je vais vous dire ce que j'ai essayé de faire avec ces modèles de l'État. Je les ai adoptés et adaptés pour essayer de repenser l'État pénal, et essayer de rapatrier l'État pénal au cœur de la théorie de l'État. Alors là, on a un premier paradoxe qui est que tous les théoriciens de la genèse de l'État moderne, notamment en Europe, que ce soit Hinz, Weber, Elias, Tilly ou Gianfranco Poggi, ont mis l'accent sur la monopolisation de la violence physique, la formation des armées, la formation de la police, dans l'émergence de l'État. Mais dès qu'on quitte la théorie de la formation de l'État, cette violence physique que l'État exerce, et notamment l'appareil pénal, la police, la justice et la prison, s'évaporent, disparaissent. Que si vous regardez après les grandes théories de l'État, vous ne trouverez pas une ligne écrite sur le rôle de la prison, par exemple, et l'appareil pénal est cédé à la criminologie, comme si la police, la justice et la prison étaient en quelque sorte des appendices techniques qui ne servaient qu'à remplir une fonction matérielle mineure. Or, ce que je vais arguer, c'est au contraire, la pénalité est une capacité politique centrale de l'État, c'est le lieu de sa souveraineté, c'est le lieu de l'expression de son pouvoir, il faut donc la rapatrier, il faut rapatrier le pénal au cœur de la sociologie politique. Et donc, avec ces trois schémas, je vais arguer que Pierre Bourdieu nous aide à découvrir aussi et à comprendre et à expliquer le phénomène stupéfiant que nous avons observé lors des 30 dernières années, qui est le grandissement et la glorification de l'État pénal, donc la police, la justice, la prison, et notamment le retour extraordinaire de la prison au tournant de notre siècle, alors qu'autour de 1975, tous les spécialistes de la question pénale s'accordaient à prédire le dépérissement, voire la disparition de la prison. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc, comment comprendre ce phénomène? C'est ce que j'appellerais donc l'ascension de l'État pénal. Et ce faisant, Bourdieu nous aide également à saisir les rapports entre pénalité et néolibéralisme, et de là à mieux modéliser le néolibéralisme, cette révolution par le haut, qui tente à remodeler l'État de sorte à en faire un vecteur de discipline, la main droite, et de marchandisation. Enfin, et je conclurai là-dessus, Bourdieu nous invite à repenser la justice criminelle comme une machine à classifier, qui joue en quelque sorte un rôle analogue et inverse des écoles d'élite
en ceci que, de même que les écoles d'élite effectuent la légitimation de ceux d'en haut, le système de justice pénale va légitimer la marginalisation de ceux d'en bas. Et on a donc deux machines à légitimer, les écoles d'élite qui donnent les patentes de culture et les brevets d'excellence en haut, et je vais arguer le système de justice pénale qui donne, au contraire, en quelque sorte, des diplômes négatifs qui justifient, selon la même logique de la responsabilité individuelle et du démérite, la marginalisation des plus dominés parmi les dominés. Donc, je vais m'appuyer ici sur mon livre Punishing the Poor, et sur une série d'articles qui les prolongent, notamment l'article Fabriquer l'État néolibéral et un article qui paraît ces jours-ci dans la revue Social Anthropology qui s'appelle Three Steps Towards a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism, 3 pas vers une anthropologie historique du néolibéralisme tel qu'il existe réel. Donc c'est l'expression socialisme réel. Il y avait le socialisme utopique et puis il y avait le socialisme réel. Je vais arguer qu'il y a le néolibéralisme tel qu'il se présente dans l'idéologie et puis il y a le néolibéralisme réel qui en fait est très différent de l'idéologie du néolibéralisme, notamment parce qu'il n'implique pas du tout le démantèlement ou le recul ou la destruction de l'État, mais il implique au contraire la construction d'un État différent, d'un État disciplinaire, d'un État que je vais appeler État centaure, puisqu'il pratique le laisser-faire et le laisser-passer en haut, mais quand il s'agit en bas de gérer les conséquences des inégalités qu'il a créées, à ce moment-là, il ne s'avère pas du tout non interventionniste, il ne pratique pas du tout le laisser-faire et le laisser-passer, au contraire, il est intrusif, interventionniste et disciplinaire. Donc voilà, alors j'en viens très vite aux 3 modèles, parce que là, je vois déjà que... les 3 modèles, donc il n'y a pas un, mais 3 modèles, chacun couvre une période historique particulière et différente. Le modèle historique ou génétique, l'état G, couvre en gros du XIIIe au XVIIIe siècle. C'est la spécificité de l'état féodal comme état matrimonial, ses contradictions, la résolution de cette contradiction, qui sont les luttes de palais pour la transmission du pouvoir, caractérisées notamment par les luttes entre frères, qui est résolue dans l'invention proprement inouïe et inattendue, finalement, de l'État moderne, l'État bureaucratique, qu'inventent les intendants du roi, reconvertis ensuite en juristes, puis en manager d'État, qui inventent pour ce faire, au passage, la notion de public. Là, donc, on passe du mode de reproduction dynastique au mode de reproduction bureaucratique basé sur l'autonomisation du capital culturel et son institutionnalisation dans les titres scolaires. Donc, ça, c'est le modèle génétique. Modèle structural, c'est la banque de pouvoir symbolique, le lieu de production du capital étatique, qui est le capital sur le capital, qui couvre en gros la période 19e et 20e siècle. En effet, ce modèle de l'État présuppose la différenciation du monde en microcosmes porteurs chacun de leur nomos, de leur manière de fonctionner, de leur logique, champ économique, champ religieux, champ de production culturelle, champ juridique, etc. Cette différenciation même pose la question de l'intégration de ces pouvoirs, de ces autorités, de ces logiques différentes, et c'est ainsi que l'État émerge pour, en quelque sorte, régir l'équilibre entre ces différents champs, la différenciation de ces pouvoirs et de leur hiérarchie. Ce modèle de l'État, donc le modèle que j'appelle l'État S, le modèle structural, pointe également l'émergence d'une écologie organisationnelle diversifiée. C'est la différenciation des branches de l'État, la spécialisation, la professionnalisation du personnel d'État qui forme l'État bureaucratique tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui invente la notion d'universel. 3e modèle, donc c'est le modèle que j'appelle le modèle fonctionnel, l'État F, c'est ce que fait l'État. Et là, quand Bourdieu nous parle du modèle F, il ne nous parle pas du XIIIe siècle ou du XVe siècle ou du XIXe ou même du XXe siècle, il nous parle de, en gros, la période 75 à nos jours. Il nous parle du tournant, de la fin du XXe siècle, de l'effondrement du régime et la montée du néolibéralisme, avec après l'effondrement du régime fordiste keynésien qui a été mis en place pendant le long siècle industriel, en gros 1880 à 1980. Et Bourdieu, ici, se préoccupe de comprendre les transformations récentes de l'État. Il adapte donc le schéma de Hobbes, ce fameux portrait du Léviathan avec ses 2 mains, et il caractérise, et on va voir comment je pense qu'on peut corriger cette caractérisation, il propose que l'État rentre en régression, en recul, en démantèlement, en destruction. Donc, alors, ces 3 modèles, le modèle génétique, le modèle structural, le modèle fonctionnel, convergent. Ils convergent et ils se recoupent dans la notion de champ bureaucratique, notion souple, notion puissante avec laquelle on peut éclairer donc les transformations politiques contemporaines et notamment le virage punitif de la politique pénale. Alors là, il faudrait
quasiment un autre quart d'heure pour au moins différencier. Je pense que Bourdieu nous donne en fait 3 concepts pour comprendre le pouvoir et l'État et la politique et les questions autour d'État. La notion de champ politique, qui est le lieu où des agents luttent pour s'approprier les postes de contrôle sur notamment l'État. Le champ bureaucratique, qui est tout à fait spécifique, il y a une intersection entre le champ bureaucratique et le champ politique, puisque certains des agents du champ politique seront élus et prendront les postes les plus élevés dans l'appareil bureaucratique. Et il y a le champ du pouvoir, qui, à mon sens, est une notion qui les englobe toutes les deux, qui est analytiquement différente, et dans lequel le champ bureaucratique occupe une position barycentrique, en quelque sorte. Il est au milieu, et le champ du pouvoir a une structure qui est homologue de la structure générale du champ du pouvoir. Alors, voilà donc les 3 modèles, tels que je les lis dans le travail de Bourdieu. Et maintenant, je vais essayer de l'appliquer pour essayer de repenser l'État pénal. Alors, pour comprendre les folles permutations des politiques pénales dans les sociétés avancées, et notamment comment et pourquoi la prison est revenue sur le devant de la scène institutionnelle, alors qu'il y a une quarantaine d'années, tout le monde était convaincu qu'elle allait disparaître, il faut effectuer 3 ruptures. Il faut d'une part découpler la question du crime et du châtiment, parce que sinon on n'arrive absolument pas à comprendre l'évolution des politiques pénales. Elles sont sans lien aucun avec les tendances de la criminalité, à aucune époque et dans aucun pays. Deuxièmement, il faut relier politique sociale et politique pénale, parce que politique sociale et la politique pénale sont les 2 versants d'une même politique de la pauvreté, d'une même manière de réguler les pauvres, selon les 2 mains, en quelque sorte, la main gauche et la main droite. Main gauche, politique sociale, main droite, politique pénale. Et il faut enfin dépasser l'opposition traditionnelle entre l'approche matérialiste de la pénalité, qui descend de Marx, qui voit dans le système de justice pénale un instrument de contrôle, et l'approche symbolique qui nous vient de Durkheim, pour qui le système de justice pénale est un moyen de communication et d'expression des émotions collectives. Et il faut tenir ensemble les fonctions instrumentales et expressives du châtiment. Donc c'est beaucoup à faire, mais on a beaucoup de chance, parce qu'on peut faire ces 3 ruptures avec un seul concept, le concept de champ bureaucratique, qui nous permet d'effectuer ces 3 ruptures d'un seul coup. Alors, le champ bureaucratique, c'est l'ensemble des institutions chargées de définir et de distribuer les biens publics. Le champ bureaucratique, c'est le produit de lutte sociale, mais c'est aussi un agent dans les luttes, c'est aussi un terrain de lutte, et c'est également un enjeu des luttes sociales, non seulement des luttes des agents qui sont hors du champ bureaucratique, qui luttent vers l'État, mais aussi, de façon très importante, et je pense que c'est une addition majeure que Bourdieu apporte à la sociologie politique, il nous dit en quelque sorte les luttes qui ont lieu au sein de l'État, c'est-à-dire à l'intérieur du champ bureaucratique, et notamment entre la main gauche et la main droite, et on pourrait là encore rajouter d'autres mains et passer au niveau des doigts, etc. Mais les luttes qui ont lieu à l'intérieur du champ bureaucratique sont aussi importantes, voire plus importantes, et pour comprendre les transformations contemporaines des États avancés, je pense que Bourdieu nous indique que les luttes internes au champ bureaucratique sont plus importantes et plus décisives que les luttes qui vont de l'extérieur vers l'État, vers le champ bureaucratique. Alors, dans la période contemporaine, Bourdieu propose que c'est le modèle 3, c'est les 2 mains, l'état F. Le champ bureaucratique est traversé par 2 luttes intestines. Une lutte que j'appelle la première lutte verticale. Cette lutte verticale, elle oppose la haute noblesse d'État, qui est décidée à promouvoir des réformes qui renforcent la logique du marché, à la petite noblesse d'État, c'est-à-dire les exécutants, les fonctionnaires d'exécution, qui, eux, sont attachés aux missions traditionnelles de l'administration publique. Première lutte. Deuxième lutte, c'est la lutte horizontale. Une lutte qui oppose ce que Bourdieu appelle donc la main gauche de l'État à la main droite de l'État. La main gauche, c'est le versant féminin du Léviathan, qui est matérialisé par les ministères dits dépensiers, en charge des fonctions sociales, enseignement, santé, logement, protection sociale, droit du travail, qui offre quoi? Des protections, des soutiens à qui? À ceux qui sont dépourvus de capital culturel et économique. Et la main droite de l'État, qui est la main masculine, est chargée, elle, d'appliquer la nouvelle discipline économique au moyen de coupes budgétaires, d'incitations fiscales et de ce qu'on appelle la dérégulation économique. Je vais arguer qu'en fait, la dérégulation économique, ça n'existe pas. C'est la re-régulation en faveur de certains acteurs, et notamment des firmes, qu'on cache sous la notion de dérégulation économique. Alors, ici, Bourdieu nous invite à saisir, dans un même cadre conceptuel, les différents secteurs de l'État, main gauche, main droite, travail social, police, justice,
ces différents secteurs de l'État qui affectent les conditions et les chances de vie des catégories dépourvues de capital économique et culturel, et donc à discerner que ces secteurs sont enchâssés dans des rapports de coopération antagonistes, puisqu'ils s'affrontent pour la prééminence au sein du champ bureaucratique, et pour savoir finalement quels sont les problèmes dits sociaux qui doivent avoir la priorité de l'État, qui relèvent de la responsabilité de l'État, comment l'État doit intervenir, quel traitement il doit donner à quel problème, et avec quelle urgence, et avec quels moyens, avec quel personnel, selon... Et notamment, est-ce qu'il doit donner une réponse, par exemple, sociale, assistentielle, à, prenons par exemple le problème du sans-abrisme, est-ce qu'il doit donner une réponse éducative, est-ce qu'il doit donner une réponse sanitaire, médicale, ou est-ce qu'il doit donner une réponse pénale? Et donc il y a au sein du champ bureaucratique une lutte pour définir quels sont les problèmes sur lesquels l'État doit intervenir en tant que tel, la force publique doit intervenir, et selon quelle modalité. Alors, ici, donc, ce que je fais dans mon livre Punishing the Poor, c'est je comble une lacune du modèle de Bourdieu qui nous dit la main droite de l'État, c'est le ministère de l'économie, des finances, du trésor. En fait, c'est ceux qui exercent la discipline budgétaire. Et j'argue, il manque quand même, de manière très importante, la police, la justice et la prison, qui sont aussi une des composantes essentielles de la main droite de l'État et qui, c'est intéressant, exercent aussi une discipline par la force physique, cette fois-ci. Donc on est toujours du côté disciplinaire et le secteur pénal rejoint donc le ministère de l'économie dans la main droite de l'État. Et je me sers ensuite de ça pour avancer 3 thèses. Alors, première thèse, la pénalisation que l'on observe, c'est-à-dire l'expansion, la glorification de la police, de la justice, de la prison qu'on observe dans toutes les sociétés avancées. Bon, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais par exemple, je donnerai l'exemple que les États-Unis ont multiplié par 5 leur taux d'incarcération en 35 ans, mais la France a multiplié ça par 2 dans les 30 dernières années, l'Angleterre par 2,5, l'Italie, la Hollande et l'Espagne par 4 dans les 15 dernières années. Et donc on a une résurgence de l'appareil pénal, on a également une glorification, une activation de la police partout. On a, le système judiciaire est devenu un sujet politique majeur. Alors pourquoi ? C'est une réponse non pas à l'insécurité criminelle, mais à l'insécurité sociale générée par la précarisation du salariat et la déstabilisation des hiérarchies ethniques, hiérarchie ethno-raciale aux États-Unis, la scission noir-blanc, hiérarchie ethno-nationale en Europe, la scission nationale immigrée ou étrangers. De fait, pour comprendre la nouvelle politique punitive de la marginalité, il faut le relier politique pénale et politique sociale et les envisager comme les deux versants d'une nouvelle gestion de la pauvreté. Alors Bourdieu nous dit dans le cours sur l'État, il nous dit les commencements d'une institution sont particulièrement révélateurs. Le retour à l'histoire permet de voir des choses qui ensuite deviennent cachées. Eh bien ici, le retour à l'histoire de la prison est particulièrement révélateur puisque l'histoire sociale nous révèle que quoi ? La prison n'est pas née au XVIe et XVIIe siècle d'un effort de lutter contre la criminalité. Il est né pour lutter contre la mendicité et contre la marginalité urbaine. Il est né, la prison a émergé... le Bridewell de London, par exemple, en 1555, la Zuchthaus d'Amsterdam en 1656, l'hôpital général de Paris ouvre en 1656 également, non pas pour traiter de la criminalité, mais pour traiter de la marginalité urbaine, et notamment du problème qu'on appelle dans Londres le problème du sturdy beggar, c'est-à-dire du mendiant qui est valide et qui pourrait travailler et qui pourtant là dérange l'ordre. Et donc la prison est inventée pour instiller la discipline du travail salarié à tous ceux qui sont capables de travailler, notamment aux mendiants, et à travers l'incarcération. Là, je citerai juste une petite phrase de Bronisław Geremek, le grand historien polonais, dans son très bel ouvrage « La potence ou la pitié ». Alors c'est intéressant parce que la potence ou la pitié, il y a les deux. La potence, c'est l'État pénal, ou la pitié, l'État social, les deux mains de l'État, qui est une histoire de l'Europe et des ports du Moyen-Âge à nos jours. Il dit, avant que la prison ne devienne une méthode de châtiment et de correction des criminels à grande échelle, l'Europe moderne en a fait un instrument pour la mise en œuvre de sa politique sociale à l'égard des mendiants et les moyens d'une réaffirmation conspicuous, visible de l'éthique du travail dans les pays qui ont pris la voie du développement capitaliste. Alors, je dirais, il en est à la fin du XXe siècle comme à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire, de même qu'à la fin du XVIe siècle, on a eu un bouleversement qui a mené à la genèse de l'État moderne, de la même manière, à la fin du XXe siècle, on a
un bouleversement qui amène au remodelage de l'État et à la genèse d'un nouveau type d'État, et que je vais venir caractériser maintenant. Cet État, je vais le caractériser comme l'État néolibéral. Alors, ici, il faudrait plus de temps que je n'en ai. La notion de néolibéralisme est une espèce de concept bâtard qui est un peu suspendu entre l'usage polémique, journalistique, et l'usage analytique. La vision commune du néolibéralisme, c'est que ça implique le recul, le retrait, l'abandon de l'État, voire son saccage, et le règne du marché. Ça, je veux arguer que c'est l'idéologie du néolibéralisme, ça n'est pas sa sociologie. Car partout où on a promu le marché, on a en fait développé des États et des États forts. Le néolibéralisme, c'est d'abord un projet politique et non pas un régime économique. Donc je vais proposer très brièvement une caractérisation proprement sociologique du néolibéralisme qui échappe à la fois aux limites du modèle que j'appelle le modèle orthodoxe, qui est le modèle du marché. Le néolibéralisme, c'est simplement le marché. Ça, c'est l'idéologie. Et qui échappe également au piège des thèses foucaldiennes ou néo-foucaldiennes de la gouvernementalité, qui voient le néolibéralisme partout, dans des technologies de gouvernement de soi et des autres, qui se diffusent et qui migrent partout, de telle sorte que le néolibéralisme est absolument partout, mais étant partout, il n'est plus nulle part. Alors moi, ce que je propose, c'est que le néolibéralisme n'est pas un animal à une patte, comme le modèle néo-marxiste qui ne voit que le marché, ou un mille pattes, comme le modèle foucaldien de la gouvernementalité, mais un quadrupède. Le néolibéralisme, c'est un quadrupède institutionnel qui marche sur 4 jambes. Première jambe, ce qu'on appelle grossièrement la dérégulation économique, est en fait la re-régulation visant à promouvoir le marché ou des mécanismes de type marchand comme dispositif optimal non seulement pour orienter les stratégies des firmes et les transactions économiques, mais aussi pour organiser l'ensemble des activités humaines, la santé, l'éducation, le travail social, etc., etc. Donc ça, et en général, on s'arrête là, on dit ça, et ça, c'est ça le néolibéralisme, c'est l'empire du marché. Et moi je dis, ben non, parce que cet empire, il n'existe pas s'il n'y a pas un État pour le faire avancer et le faire exister. Et je dirais donc, deuxième élément de l'État néolibéral, c'est la rétraction, la déconcentration et la recomposition de l'État social, et le passage du droit à l'aide sociale, le welfare, au droit conditionnel, disciplinaire, qu'on appelle par le terme de workfare. Troisième élément, je dirais que troisième composante de l'État pénal, c'est un appareil pénal de l'État néolibéral, c'est un appareil pénal expansif, intrusif et proactif, qui pénètre les régions inférieures de l'espace social, d'une part pour contenir les désordres et les désarrois qui ont été générés par la diffusion de l'insécurité sociale, créée justement par la dérégulation du marché du travail et le retrait de la protection sociale, mais aussi qui va servir de supervision disciplinaire des fractions précarisées du nouveau prolétariat post-industriel, et qui va servir de manière très importante à réaffirmer l'autorité du Léviathan et donc à combler le déficit de légitimité dont souffrent les managers de l'État quand ils abandonnent les missions traditionnelles de protection économique et sociale de l'État. C'est ce que j'appelle les deux missions. C'est l'État pénal va résoudre ce que j'appelle le problème de Karl Polanyi. Le problème de Karl Polanyi, c'est quand vous amenez des rapports marchands, vous détruisez les rapports sociaux et il y a un contre-mouvement, une réaction, il faut contenir les désordres. Le contre-mouvement au marché ne vient pas de la société civile, comme nous le disait Karl Polanyi, il vient de l'intérieur du champ du pouvoir, il vient de l'intérieur du champ bureaucratique, il vient de la main droite de l'État. Et l'État pénal va également résoudre ce que j'appelle le problème de Carl Schmitt. Le problème de Carl Schmitt, c'est le grand théoricien du politique. Carl Schmitt nous dit que la division essentielle, la politique, s'ancre dans la division entre l'ennemi, nous et l'ennemi. Et quel meilleur ennemi que les criminels pour réaffirmer l'autorité de l'État et de tracer cette frontière à la Durkheim entre eux et nous, entre eux qui ne veulent pas travailler, qui sont des criminels nés, notoires, et nous qui nous accrochons à l'éthique du travail et qui respectons les règles communes. Alors c'est pour cela que le guignol sécuritaire, c'est pour cela que c'est déployé partout. Et donc je dirais pour quatrième élément, et je terminerai avec ça, donc quatrième élément qui va en quelque sorte servir de lien, de colle pour tenir ensemble le marché, la politique du workfare et l'État pénal expansif et intrusif, c'est la trope culturelle de la responsabilité individuelle qui va se répandre et servir de justification au déploiement de l'État néolibéral, dans lequel donc l'État pénal, le développement de l'État pénal n'est pas
un développement tératologique, n'est pas une aberration, n'est pas une contradiction au néolibéralisme, n'est pas non plus un phénomène transitoire qui, quand on arrivera au néolibéralisme vraiment à fond, l'État pénal aura diminué. Au contraire, c'est un élément constitutif de l'État néolibéral. Il est là pour résoudre le problème de Karl Polanyi, le problème de Carl Schmitt, et il faut donc le faire rentrer dans nos modèles de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.